Noémie Malaise, passée par l'école Estienne et les Beaux-Arts, est la force créative derrière le magazine ILO, une publication à la croisée de l'alimentation et de l'écologie. Un projet naît d'un voyage aux antipodes qui l'a changé à jamais. Dans son travail de directrice artistique, de graphiste et d'illustratrice, comme dans son magazine, Noémie tisse des ponts entre art et gastronomie. Elle révèle le beau dans chaque facette de notre alimentation, du terroir à la cuisine, en faisant le lien entre la nature et nos assiettes. Pour cela, elle s'entoure d'une équipe presque exclusivement féminine, avec qui elle offre une nouvelle perspective sur notre monde qui change, îlot après îlot. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Noémie Malaise dans Girls in Food. Bonjour Noémie Malaise. Salut Adeline. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Noémie, j'ai 27 ans, je suis graphiste et illustratrice indépendante depuis 2017. J'habite à Nantes depuis à peu près 1 an et j'ai créé ILO, un magazine indépendant qui parle d'agriculture durable et d'alimentation responsable. Bon, tu vas nous raconter ça. Tout d'abord, un petit retour en arrière. Quelle était la place de la cuisine dans ta famille quand tu étais enfant ? Alors, j'ai grandi dans une famille assez classique. J'avais pas de parents qui étaient dans le milieu de la restauration, pas d'arrière-grands-parents, producteurs, maraîchers ou je ne sais quoi. Donc, mes parents cuisinaient le week-end, mais c'est vrai qu'on avait, on avait aussi nos petits rituels. Je me souviens du monsieur Hesman qui venait toutes les semaines avec ses surgelés. Fallait cocher les petites cases. Je me souviens comment ça s'appelait, les biscuits, un équivalent des rostis, les smileys, pommes de terre, les petites crêpes fourrées et compagnie. Donc voilà, on allait au resto de temps en temps mais pour célébrer des anniversaires, le bac, le brevet, mais voilà, j'aimais cuisiner avec ma maman le week-end, mais rien de plus. Et est-ce qu'il y avait un plat du dimanche dans ta famille ? Je me souviens de la grosse cocotte en fonte rouge qui trônait sur toutes les tablées du dimanche, les viandes qui mijotaient toute la matinée. Ça faisait partie de nos rituels. Okay. Et à l'époque, quand tu étais petite, est-ce qu'il y avait un métier qui te faisait rêver ? Je me souviens que j'ai longtemps voulu devenir fleuriste. Donc j'avais déjà quelque chose avec le vivant. J'ai aussi voulu devenir journaliste pendant assez longtemps, donc ça a fini par me rattraper. Mais c'est vrai que graphiste, c'est venu un peu plus tard, au cours de mes études d'art appliqué. D'accord. Et ton tout premier job, qu'est-ce que ça a été ? Alors ça peut être un job étudiant, enfin la première fois que tu as gagné un salaire. Ouais, je devais être en première et j'avais passé mon BAFA. Donc classique, j'ai été animatrice dans un centre aéré pendant 2 mois. Ok. Alors tu nous parlais d'art appliqué juste avant. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette période de ta vie, donc tes études. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es orientée vers ce domaine en fait, vers cet univers pour tes études ? Alors étonnamment, moi j'ai passé un bac scientifique. Bon. Voilà, donc j'étais pas forcément prédestinée à faire des arts appliqués. Mais disons que depuis toujours, j'aime dessiner, j'aime bricoler, les travaux manuels. Je pense que je tiens ça de ma maman qui, elle-même, faisait pas mal de couture, scrapbooking, des choses comme ça. Mais disons que j'ai un peu mis ça de côté, enfin je dissociais mes passions de vraiment mes aspirations professionnelles. D'accord. Donc voilà, j'ai préféré me diriger vers un bac classique en me disant je sais pas trop ce que je veux faire, donc je vais essayer de m'ouvrir toutes les portes. Et à la suite de mon bac général, j'ai quand même fait ce qu'on appelle une MANA. C'est une mise à niveau en art appliqué. Ouais. Voilà, j'avais retardé le moment où je me lancerais vraiment dans cette passion sous-jacente. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment de ça, enfin ce que j'avais envie de faire au quotidien. Et en fait, en MANA, la spécificité, c'est qu'on va toucher à différents pans des arts appliqués. Donc, on va faire aussi bien du stylisme que de la scénographie, du dessin pur et donc du graphisme. Et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment, moi, c'était tout ce qui tournait autour des magazines et la 2D, tout ce qui était papier.
Ouais. Et donc après, j'ai fait un BTS à Paris, à l'école Estienne. Oui. Un BTS design graphique. Et ensuite, j'ai poursuivi un peu en Angleterre et je suis passée aussi par les Beaux-Arts pour compléter ma formation. Ouais, une super formation, enfin très très complète, qui te permet aujourd'hui, voilà, de travailler comme graphiste et illustratrice. J'aimerais bien qu'on commence par cette partie de ton activité. Alors, j'ai remarqué que tu travailles souvent pour des acteurs engagés, parfois en lien avec l'alimentation, même assez souvent, mais pas que. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont naissent les collaborations, en fait ? Alors, en fait, j'ai mis un pied dans le milieu de l'économie sociale et solidaire un peu à la fin de mes études, à la suite d'un stage. J'ai commencé à travailler au Cano, c'est la maison des économies solidaires et innovantes à Paris. Et donc, en fait, là-bas, j'ai commencé à rencontrer un certain nombre d'acteurs qui gravitaient dans cette sphère. Et donc, forcément, j'ai commencé à me faire un réseau d'acteurs qui portaient des projets à impact positif. Et voilà, au début, autant je démarchais beaucoup et après, c'est les gens qui ont commencé à vraiment venir me voir parce que j'avais travaillé pour tel acteur dont ils aimaient les valeurs. Donc, il y a vraiment plein de cas de figure, mais aujourd'hui, ça se fait beaucoup au bouche à oreille et aussi parce que ILO, finalement, le magazine que j'ai créé, c'est une bonne vitrine des valeurs que tu portes, que je porte. Ouais. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples en fait de projets sur lesquels tu as travaillé et qui sont par exemple assez représentatifs de ton travail selon toi ? Alors j'ai fait récemment l'identité visuelle de Resto.Paris. Oui. C'est un projet qui est porté par Ecotable et Olvo, qui ont créé une plateforme de restauration durable. Donc moi j'avais déjà travaillé un peu avec Ecotable, je connaissais les personnes qui portaient le projet. Donc il y a Lorraine Petit, Marion Favre qui ont parlé de moi aux fondatrices. Et donc voilà, j'ai vraiment créé le logotype de la plateforme et c'est vraiment le genre de projet que je préfère parce qu'en fait je pars de rien et c'est là que c'est hyper challengeant de recevoir un brief et d'avoir feuille blanche et de devoir imaginer quelle sera l'image de cette plateforme web en l'occurrence. Ça a été le même cas de figure sur le marché vert, un projet de carte collaborative porté par le quatuor de Zazie Tavissian, Céline Maguet, Gilles Cousin et Anne-Claire Hérault. Donc là, une carte qui recense plein de projets durables pour mieux se nourrir et savoir consommer en circuit court. Et là, encore une fois, voilà, elles sont venues me voir, elles avaient juste le nom. Et du coup, on a construit ensemble l'image de cette carte. Et donc, j'ai dessiné ce que ça allait être. Et en ce moment, elles sont en train de développer la plateforme web. Donc, il y a aussi eu des petits pictogrammes à imaginer pour déployer l'identité visuelle. Ouais, la décliner un peu sur voilà. Ça aussi, c'est chouette quand on se contente pas de juste créer un logo, mais que derrière, il commence à y avoir des déclinaisons. C'est top. Et donc, autant là, c'est des travaux vraiment de création de logotypes, mais il m'arrive aussi pas mal de mettre en page des magazines, comme ça a été le cas avec Siam Djibril, qui porte le podcast Génération XX, qui a fait un numéro hors série il y a 6 mois, 1 an. Et donc là, elle est venue me voir et c'était un projet totalement différent parce que là, il n'était pas question d'imaginer un logo, mais c'était plus elle avait un sommaire et encore, elle avait plus des intuitions sur l'envie de créer un magazine papier qui fédère tous ses lecteurs. Donc on a presque un peu construit le sommaire ensemble, quelles allaient être les typologies de rubriques, la palette colorée. Là t'es vraiment partie prenante aussi du projet quelque part. Ouais, c'est cool quand c'est des projets à petite échelle et en fait qu'il n'y a pas 15 000 niveaux de validation, quand il n'y a pas trop de hiérarchie. J'aime bien être en face directement en fait des porteurs de projets parce que tout va plus vite et on peut vraiment co-construire ensemble. Je peux aussi donner mon regard sur
sur le brief, je me contente pas d'être exécutante, quoi. Ouais. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est dans les 2 des 3 projets dont tu nous parles là, c'est des projets qui sont liés à l'alimentation. Alors j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur quand est-ce que cette dimension-là, elle est arrivée dans ta vie, parce qu'on voit tu as un parcours voilà autour de l'art, des arts graphiques, des arts appliqués, mais cette composante de la gastronomie, elle se retrouve beaucoup dans ton travail et bien sûr dans ILO que tu as créé et sur lequel on va revenir plus longuement. Mais à quel moment en fait ça a fait tilt par rapport à l'alimentation Alors, je pense que ça a toujours été un truc sous-jacent. Enfin, j'ai toujours aimé cuisiner, manger. Mais en fait, j'ai fait un voyage qui m'a pas mal retourné. Donc, quand je travaillais à Paris, bon, à un moment, j'ai eu un trop-plein. Et avec mon copain, on s'est dit que voilà, c'était le moment pour nous de quitter Paris, bien que en plus, j'étais pas parisienne. Donc, forcément, ça coulait un peu de source qu'on n'allait pas faire notre vie dans la capitale. Donc en fait, on est parti pendant 3-4 mois voyager autour du monde. Moi, j'ai eu la chance de grandir un peu à droite à gauche, notamment dans les îles, en Martinique et en Polynésie. Et j'avais vraiment en fait à cœur de retourner là-bas parce que quand on a mis un pied en Polynésie, et on a forcément envie d'y retourner. Et je voulais lui faire découvrir. Donc on a passé 1 mois en Polynésie, 1 mois en Australie, et un peu de temps au Costa Rica, donc pas mal de destinations exotiques. Et on n'avait pas un budget illimité, donc en fait notre quotidien c'était un peu de nous nourrir sur les marchés locaux, de glaner des noix de coco sur la plage, et de se faire héberger en fait en couchsurfing par les populations sur place. Donc le principe en général c'est qu'ils nous offrent en fait le gîte et nous, en échange, en fait, notre moyen de les remercier, c'était de leur cuisiner des plats, soit des plats traditionnels français ou de cuisiner, enfin, de prendre part avec eux à la création du dîner. Voilà, c'est ça. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte que c'était la nourriture, c'était un élément central de notre voyage. Quand je suis revenue, d'ailleurs, j'ai créé en fait un carnet de recettes pour témoigner de cette expérience-là. Donc ça a été en fait un fil rouge, et j'ai réalisé que c'était en fait le meilleur moyen de tisser des liens avec les gens, parce qu'en fait les repas ça met tout le monde d'accord. Bien sûr. Et à table, les langues se délient tout de suite. Il y a plus de différences sociales, culturelles. On est tout de suite super à l'aise et on parle de tout, de rien, et voilà. Je pense que c'est en revenant de voyage que je me suis rendu compte que j'avais envie de continuer dans cette sphère-là parce que c'était hyper fédérateur. Et donc voilà, c'est en retour il y a 2 ans maintenant que j'ai créé ce magazine pour continuer dans cette veine-là de recettes et nourriture. Ça fait une transition parfaite parce que comme ça on va revenir plus précisément sur ILO, dont tu es la créatrice, la rédactrice en chef, la directrice artistique. Alors du coup on comprend un peu mieux la genèse du projet, mais est-ce que tu peux me dire plus précisément, est-ce que tu avais une idée en tête très précise de ce que tu voulais faire? Comment est-ce que c'est né voilà, parce qu'il y a la composante alimentaire qui est très importante dans ILO, mais il y a aussi la dimension écologique. Comment est-ce que tu as conçu en fait le magazine entre ces différentes envies et finalement l'objet final? Alors mon stage de fin d'études en fait, c'était dans un studio qui s'appelait Violaine et Jérémy quand j'étais graphiste, et qui eux faisaient beaucoup de magazines imprimés, des périodiques. J'ai bossé sur l'architecture d'aujourd'hui, Welcome to the Jungle, l'ADN, et je pense que c'est là que je me suis rendu compte que le design éditorial c'était vraiment un truc qui me plaisait dans ce domaine, dans ce grand champ des arts appliqués. Donc j'avais en tête qu'à un moment je lancerais mon propre magazine. Et quand s'est ajoutée la dimension économie sociale et solidaire quand j'ai travaillé au Cano, il y a des chemins qui ont commencé à se croiser, et à force de bosser aussi
tout le temps pour les autres, d'avoir parfois des petits moments de frustration sur la finalité que prenaient certains logos, certains travaux. Enfin, je savais que j'allais créer mon propre magazine, que ça allait du coup être engagé, que j'allais avoir envie de parler d'écologie. Et à la fin de ce voyage, il s'est ajouté donc toute la dimension alimentaire, comme tu le disais. Et en fait, je crois que je me suis pas tellement posé de questions. Quand je suis revenue en mars 2019, à l'été 2019 de mon voyage, j'avais plus aucun client, j'habitais plus Paris, donc en fait, j'avais aucune accroche. Et je me suis juste pas posé de questions. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour créer ce truc que j'avais un peu toujours en tête depuis le début. Ça passait ou ça cassait. Et j'ai commencé à contacter du coup des gens pour leur parler de mon projet. Pendant que j'étais en train de l'écrire, je commençais à contacter pour des journalistes, des photographes, des illustrateurs pour savoir si déjà ça leur parlait, parce que moi, j'avais aucun moyen à l'époque, donc en fait, j'avais envie de pas être si seule à porter le projet, de me sentir un peu aussi portée par une certaine énergie collective. Et en fait, tout le monde a été hyper enthousiaste dès le début, et en fait, dès que les idées ont été lancées, et je pouvais plus vraiment reculer parce que j'avais commencé à en parler, à dire que ça allait s'appeler ILO, et donc en fait, tout a démarré un peu comme ça. Mais je trouve ça assez... il y a vraiment plein de leçons à tirer de cette expérience, je pense, parce que il y a le côté aussi page blanche, quand t'expliques que tu reviens de voyage, que t'as plus de clients, finalement, on pourrait se dire, là, ça pourrait être la panique, mais en fait, toi, au contraire, tu te dis, c'est une phase de création qui s'ouvre, c'est hyper intéressant. Ouais, il y a aussi, je me disais, j'ai 26... À l'époque, j'avais 25-26 ans, et je prenais pas grand risque. Au pire, j'avais mon statut d'indépendante. Du jour au lendemain, si vraiment j'étais en panique, je pouvais chercher du travail un peu moins créatif, plus dans de l'exécution. Il y a toujours du travail en graphisme, mais moi, disons que c'est un moment de ma vie où j'avais envie d'être plus donner corps à ce qui me passionnait, quoi. Ouais. Non, mais c'est super inspirant. J'aimerais aussi revenir sur un point qui est le fait de lancer un magazine. Dans un monde où on nous dit souvent que la presse est morte, que l'âge d'or du papier est derrière nous, que tout aujourd'hui doit être sur le web, voilà. Comment est-ce que toi t'avais des appréhensions par rapport à ça? Est-ce qu'on t'a fait ce genre de remarques quand tu as parlé du projet? Est-ce que t'avais des craintes sur la viabilité de lancer un tel projet? C'est sûr que le milieu de la presse et du print est pas en super forme, mais quand même en bossant pour les magazines dont je parlais tout à l'heure, je voyais qu'ils continuaient d'imprimer, il continuait d'y avoir un public. Moi, je crois plus en fait vraiment à la presse en kiosque, à tous ces magazines vendus entre 2 et 6 euros. Parce que je pense qu'il y a vraiment un travail de pédagogie à avoir, expliquer aux gens qu'en fait imprimer ça a un coût, ne serait-ce que pour se procurer du papier de qualité, encore plus s'il est imprimé, c'est un certain coût. Ensuite, rémunérer ses équipes justement, pas payer ses journalistes, ses photographes au lance-pierre. Et en fait, dès qu'on explique aux gens ce qui se cache derrière ce magazine de 100 ou de 150 pages, ils sont à même de comprendre. Et moi, en tant que lectrice, en fait, j'étais persuadée que ça fonctionnerait, qu'il trouverait son public. Et justement, c'est pas parce que le milieu de la presse est pas forcément est pas en super forme qu'il faut lui tourner le dos. Il faut plus essayer de réinventer le secteur, je pense, aujourd'hui. Super. Et justement, quand on parle de financement du premier numéro, toi, tu as fait du crowdfunding. Quelle leçon tu en tires de ça? Donc moi j'ai fait appel à Ulule, mais c'est un peu l'équivalent de KissKiss.
C'est un super moyen, je trouve, de gagner en visibilité dès le début et de fédérer du monde autour du projet, parce que c'est vrai que moi, je suis quand même jeune, j'avais pas un super réseau, et ça permet quand même d'avoir une plateforme qui te donne direct de la visibilité, d'accueillir ton projet sur une page qui est assez chouette, d'ajouter sa petite vidéo, donc ça va. Et ça te donne un petit coup de boost aussi, à une petite deadline à respecter, donc je trouve ça bien. Et quand on voit le résultat, enfin le magazine papier, l'objet imprimé en fait, je trouve que c'est de la super qualité, c'est un bel objet qu'on a envie de garder, au-delà des contenus qui sont super intéressants. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que tu avais en tête de manière très précise avant de te lancer? Comment tu as travaillé sur cette dimension objet, au-delà du côté les contenus, les photos, les illustrations Alors, je collectionne pas mal de magazines, j'ai une bibliothèque bien fournie. Et c'est vrai qu'en général, en tant que lectrice, j'aime les magazines qui se veulent intemporels, qu'on va garder, collectionner. Et j'avais envie de créer quelque chose qui aussi corresponde à mes valeurs, donc imprimé sur du papier recyclé, que ce soit issu de forêts durablement gérées, une couverture un peu cartonnée. En tant qu'illustratrice aussi, je suis attachée au procédé d'impression un peu traditionnel. J'imprime régulièrement sur des beaux papiers un peu cartonnés, ou je vais faire de la risographie. Je suis attachée au rendu des couleurs, donc pour moi ça allait forcément de pair. Le contenu et le contenant devaient faire écho l'un à l'autre. Ouais. Et aujourd'hui tu travailles sur le 3e numéro d'ILO. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors du coup, après avoir exploré les territoires sauvages dans le premier numéro, puis les territoires exotiques en novembre dernier, donc le numéro qui sortira d'ici peu sera consacré aux territoires marins. Et donc là, l'idée c'était de montrer qu'en fait la mer est une ressource passionnante et a des milliers de choses à offrir qui ne sont pas forcément ce qu'on attend d'elle, donc autre chose que juste des poissons ou des pavés de saumon. En fait, on a essayé de considérer la mer comme un grand écosystème, et on s'est intéressé aussi à toute la dimension littorale. Donc il y aura un carnet de recettes de plantes au goût iodé, mais qui poussent aux abords, sur nos côtes. Il va y avoir aussi une rencontre avec une pêcheuse marseillaise. Super. Il va y avoir un article aussi sur une plante assez magique qui a un goût d'huître. Un carnet de revitalisation marine autour des algues. Enfin, un petit florilège de sujets autour de la mer, mais en prenant le contre-pied toujours qui est un peu caractéristique d'ILO, pour parler de durabilité sous un angle durable et écologique. Ouais. Et donc là, l'ouverture des précommandes est imminente. Oui. Au moment de la diffusion de l'interview. Est-ce que justement, pour revenir sur le côté précommande, tu fonctionnes toujours comme ça ? J'ai pas énormément de recul vu que c'est que le 3e numéro, mais c'est vrai que c'est quelque chose de chouette parce que ça me permet de faire un petit coup de com. C'est l'occasion d'offrir les frais de port aussi, généralement, de créer un petit peu d'effervescence en amont du magazine. Et c'est vrai que moi, ça me rassure toujours un petit peu de savoir que voilà, j'ai 300 numéros de précommandés. C'est chouette. Après, je pense que c'est un modèle que je reproduirai pour le numéro 4, mais on verra si je trouve d'autres systèmes pour les numéros à venir. Je suis toujours un peu en train de tester des nouvelles choses et je ne sais pas quel sera vraiment mon équilibre. Oui, à long terme, tu fonctionnes plutôt au jour le jour. Ouais, c'est ça. Ouais. Une petite question aussi, en fait, pour faire le bilan de ton expérience avec ILO, est-ce que le fait d'avoir été capable assez jeune finalement de créer un projet, de monter un projet toute seule, même si tu as réuni autour de toi une équipe et des collaborations, mais en fait c'est vraiment quand même toi qui portes le projet,
Est-ce que ça t'a un peu, je sais pas, galvanisé? Est-ce que du coup, ça te donne envie de lancer plein d'autres projets, ou comment tu te sens par rapport à ça? Alors j'ai toujours un peu ce truc, ce syndrome de l'imposteur. Parce que forcément, moi je viens pas du tout du monde de la gastronomie. J'ai 27 ans, j'ai fait des études d'art appliqué, donc j'ai dû endosser en cours de route de nouvelles casquettes. Parce que comme tu le disais, ouais, je fais la rédaction en chef du magazine, je fais la communication, je le distribue. C'est moi qui mets tous les magazines dans les enveloppes, qui mets à la poste. Et c'est assez difficile au début, surtout quand on est jeune, qu'on doit parfois interviewer des personnes qui ont 20-30 ans de métier, de se sentir légitime. Mais j'y travaille et c'est vrai que c'est souvent les retours de mes lecteurs qui au fur et à mesure me donnent confiance et me font me dire bah oui, j'ai quelque chose moi aussi à raconter, et c'est pas la jeunesse, c'est pas forcément un inconvénient pour faire quelque chose de qualité, qui a du sens et qui va parler à d'autres personnes. Je travaille là-dessus. Donc à suivre pour d'autres projets. Sur l'aspect plus particulièrement écologie, développement durable que tu défends avec ILO, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les discours des acteurs de la gastronomie, que ce soit les chefs, voilà, avec l'importance des saisons, le côté circuit court. Voilà, c'est une préoccupation qui semble gagner du terrain. Est-ce que toi, tu as ce sentiment aussi dans les échanges que tu peux avoir avec justement les personnes que tu interviewes, les producteurs? Enfin, comment tu ressens ça, toi? Alors, les personnes que j'interviewe, donc que ce soit des cuisiniers, des maraîchers, des producteurs, en général, c'est un travail qu'ils ont entamé depuis déjà un certain temps, des valeurs qu'ils portent depuis longtemps. Mais c'est plus chez les lecteurs que j'observe qu'il y a quand même vraiment un engouement autour de ces questions-là de durabilité, comment consommer local, en circuit court, avoir une empreinte la plus faible possible. Donc je pense que j'ai lancé le premier numéro d'ILO au moment du premier confinement, et si on aurait pu penser que c'était en fait le plus mauvais timing, en fait ça a carrément fait sens au moment où c'est sorti, parce que ça correspondait aux préoccupations des gens, et les lecteurs sont de plus en plus nombreux, donc je pense que c'est aussi la preuve que les gens ont envie d'avoir des clés pour consommer de manière plus durable, et j'essaie d'être attentive à ça dans ILO, que ce soit pas juste des portraits inspirants, mais que ça permette aussi de mettre un pied à l'étrier pour des gens dont ça fait pas forcément partie des habitudes, essayer de les guider progressivement avec des recettes simples ou des moyens d'agir qui leur semblent pas la mer à boire, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est le rôle quelque part des artisans, des producteurs, au même titre que toi, quelque part, tu fais un peu tu as cette dimension pédagogie aussi dans ILO. Est-ce que tu penses que eux aussi, c'est leur rôle d'éduquer les consommateurs? Je pense à ça par rapport à, on dit souvent, en pâtisserie notamment, qui est peut-être encore, qui a du retard par rapport à la cuisine sur ces questions-là. On voit encore des tartes aux framboises en hiver, voilà. Et on se pose la question forcément de se dire est-ce que c'est le rôle de l'artisan d'éduquer, entre guillemets, le mot est peut-être pas juste, mais les consommateurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ces questions-là de saison et autres? Ouais. J'ai un peu de mal aussi avec ce terme de rôle d'éduquer. Je trouve qu'en fait le premier rôle des artisans, c'est peut-être de faire les choses avec passion. Et à partir du moment où on fait les choses avec passion, qu'il y a une certaine sincérité, je suis assez convaincue qu'on va toucher les gens. Et le but avant tout, c'est sûrement de les embarquer avec nous dans ce qui nous fait vibrer. Et à partir du moment où on agit avec sincérité, où on développe quelque chose un imaginaire désirable, je pense que en fait c'est une manière de sensibiliser et d'éduquer que de faire les choses avec le cœur. Ouais, bien sûr.
Aujourd'hui, dans ton quotidien, donc tu as ton travail avec Hilo, tu as d'autres commandes d'illustration et de création. Comment, à quoi ressemble ton quotidien? Est-ce qu'il y a une journée type? Est-ce que Alors, les journées type n'existent pas. Surtout en ce moment, je suis en déplacement à Paris, donc je fais la tournée des rendez-vous professionnels, je rencontre les journalistes avec qui je travaille avec Hilo et que j'avais encore jamais eu l'occasion de rencontrer en chair et en os. Donc c'est cool, ça donne un peu de concret à tout ça. Mais non, j'ai pas de journée type parce que ça va... Il y a des matinées où je vais dessiner, d'autres où je vais devoir faire des retouches sur un logotype, où je vais avoir une interview, je vais me déplacer à Molène pour un futur reportage pour Hilo, ou bien à Concarneau. Je vais, tout s'entremêle un petit peu, Hilo et mes projets de graphiste en parallèle. Et c'est ça qui est chouette, en fait, justement, je crois que je m'ennuierais si j'avais des journées types, et c'est pour ça que j'ai choisi de pas travailler dans un studio 5 jours sur 7. Ouais. Ma prochaine question, c'est que je pose à toutes mes invités, c'est est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu l'impression d'avoir trouvé ta voie? Ou alors, tu nous en as un peu parlé peut-être avec ton voyage, mais est-ce que tu veux apporter des précisions ou des compléments par rapport à ça? Ce serait dur de dire que à 27 ans, j'ai trouvé ma voie. Honnêtement, je pense pas que je ferais ce métier de graphiste toute ma vie. À un moment, j'aurais certainement envie d'être un petit peu plus loin de l'ordinateur, parce que malgré tout, et c'est pas l'imaginaire qu'on nous vend en école de graphisme, mais voilà, le quotidien quand même, c'est beaucoup d'échanges de mails, de mise en page sur mes logiciels, et je pense que j'aurais envie de retrouver un travail un peu plus artisanal. Oui. Mais quand même, quand je reçois les retours de mes lecteurs qui me disent qu'ils adorent Hilo, qu'ils attendent avec impatience le prochain numéro, je me dis que j'ai sûrement trouvé ma voie, dans le sens où je fais quelque chose qui parle aux gens et qui, moi, me dépasse. J'ai l'impression quand même d'avoir créé une communauté avec mes journalistes, photographes, illustrateurs, et ils se sentent eux-mêmes investis du projet, donc c'est que je dois être à ma place dans ce que je fais. Voilà, pour l'instant en tout cas. Ouais. Dernière question de cette partie, est-ce qu'il y a eu une rencontre décisive dans ta vie? Je dirais pas une rencontre, mais plutôt une multiplicité de rencontres à un même moment. En fait, toujours quand je suis revenue de voyage, que j'ai commencé à envoyer des mails à droite à gauche à des journalistes, que je pense à Émilie Lestari, Delphine Lefebvre, Gilles Cousin. J'ai contacté plein de personnes au même moment. J'étais un peu fébrile à l'idée que mon projet puisse susciter un engouement, et en fait quand j'ai senti qu'elles étaient à fond derrière moi, qu'elles avaient envie que ça existe et qu'elles allaient écrire avec grand plaisir pour Hilo, ça m'a donné un boost d'énergie, et je pense que si elles avaient pas été là, je me serais pas sentie, j'aurais pas eu assez confiance en moi, peut-être pour le créer seule. On va passer à la deuxième partie de l'interview, qui est consacrée à la place des femmes dans le monde de la gastronomie. Première question, est-ce que, selon toi, est-ce que le fait d'être une femme a eu un impact sur ton parcours professionnel? Honnêtement, je pense pas. C'est vrai qu'en art appliqué, c'est quand même des promos très féminines, mais dans le monde du graphisme, ça se veut quand même un petit peu plus mixte, par exemple en stylisme ou en scénographie. Mais j'ai bossé dans des studios où il y avait quand même pas mal de parité. Ça m'a jamais vraiment posé problème, non. D'accord. Et dans ton magazine, l'équipe est essentiellement féminine. Est-ce que c'était... comment ça s'est fait? Là, je dirais le hasard, en fait. J'écoutais beaucoup de podcasts, donc je lisais beaucoup de magazines, et du coup, j'ai naturellement contacté les personnes dont j'aimais
la plume pour les journalistes ou l'univers graphique pour les illustrateurs, et il s'est trouvé que oui, c'était quasi exclusivement des femmes. Donc après, je pense que quand même les femmes sont plus présentes sur la scène de l'écologie. Pourquoi je ne sais pas, j'ai pas vraiment intellectualisé le truc, mais oui, j'ai mis un point d'orgue à travailler surtout avec des personnes dont je sentais qu'il pourrait y avoir un feeling et avec qui je partageais les valeurs. Quel regard tu portes sur la place des femmes dans le monde de la gastronomie au sens large, c'est-à-dire ça va de la productrice à la chef, avec toutes les fonctions intermédiaires. Est-ce que tu as l'impression que il y a des profils qui se détachent, qu'il y a de plus en plus de femmes ou pas? Est-ce que encore une fois, je viens pas de ce monde-là à la base, donc je pense pas avoir le regard le plus éclairé sur la place des femmes, que ce soit en cuisine ou dans les champs. Moi, en tout cas, dans les sujets que je porte avec Hilo, j'ai aucun mal à en trouver. Elles sont là, et si autant je travaille quasi exclusivement avec des femmes pour toute la partie mise en forme du magazine, j'ai vraiment à cœur d'essayer de les valoriser, enfin, pas qu'elles soient sur le devant de la scène dans Hello, mais qu'elles soient présentes au même titre que les hommes, veiller à une certaine équité, mais j'ai aucun mal à en trouver, donc c'est qu'elles sont là. Ça, c'est une leçon aussi, hein, parce que je trouve que, en fait, ne serait-ce que par rapport à ça, tu vois, parfois on nous dit en fait c'est parce que c'est impossible de trouver une femme qui fait tel métier, mais en fait quand on cherche on peut trouver, quoi. Et sans les chercher en fait, j'ai jamais eu à me dire non mais j'ai pas assez de femmes dans ce numéro. Non, il y a pas de souci. Des femmes inspirantes qui font des choses fabuleuses, il y en a plein. On est bien d'accord. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un auditeur qui nous écoute, homme ou femme pour le coup, et qui serait inspiré par ton parcours? Quelles leçons tu pourrais tirer de ton expérience jusqu'à aujourd'hui? C'est sûrement de pas trop se poser de questions. Après, forcément, j'ai l'âge qui a permis, à un moment, les planètes se sont alignées pour que je me sente suffisamment en confiance pour lancer ce projet. Mais en fait, si on se pose trop de questions à rester dans les business plans, les chiffres, à essayer d'assurer ses arrières à tout prix, je pense on peut avoir tendance à enfouir trop longtemps des sujets passion. Et à un moment, en fait, faut se lancer, voir si ça accroche ou pas. Et voilà, moi, au pire, certains journalistes m'auraient dit, non, j'ai pas le temps pour t'aider. Ou au pire, je me serais retrouvée avec un trop gros stock de magazines et j'aurais pas mis 1 an à couler le premier numéro, mais 5. Mais dans tous les cas, c'est toujours hyper enrichissant de lancer des projets comme ça. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur de l'échec, et on est souvent agréablement surpris par l'enthousiasme qu'ont les gens pour des projets comme ça quand on le fait avec passion. Je partage totalement. Dernière question sur cette partie. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans ton parcours, soit parce que tu as travaillé avec elles, soit des grandes figures inspirantes que tu connais pas forcément mais dont le parcours t'inspire? Donc Pauline Blanchard, qui est aujourd'hui une super copine, a vraiment compté dans l'aventure d'Hilo, parce que bien que je sois seule entre guillemets à porter le projet, à prendre les décisions, elle a toujours été en toile de fond pour m'aider et à me donner conseil en fait surtout sur la partie rédactionnelle, parce que comme je suis pas journaliste de base, j'avais toujours quelques doutes sur la façon de mener une interview, sur l'écriture, et elle a toujours pris beaucoup de temps pour relire mes premiers articles, pour me conseiller et me donner confiance et m'aider à enfouir un peu ce sentiment ce manque de confiance et syndrome de l'imposteur toujours. Donc sans elle, je pense que peut-être qu'il aurait mis plus de temps à se créer. Et puis parmi les autres femmes, je pense à
toujours Delphine Lefebvre, Émilie Lestari, ces personnes dont j'aimais la plume et qu'on décidé de m'aider avec Ilo. Noémie, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux te connaître. Quel est ton dernier coup de cœur food ? Disons que moi j'adore aller au restaurant, mais je suis pas très adepte de tout ce qui est plat emporté ou livraison. Donc en fait, là, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée au restaurant. Et pendant la préparation d'Ilo Marin, il se trouve que j'étais en Bretagne et je mange quasiment plus de poisson. Mais là, j'ai fait un détour chez Oyster Club à Dinard. Et j'ai mangé un fish and chips face à la mer, les pieds dans le sable. Et c'était assez exceptionnel parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé quelque chose que j'avais pas cuisiné. Et voilà, c'était une bonne portion de frites et un poisson bien gras, réconfortant, tout ce qu'il me fallait. Quel plat résumerait ton enfance ? Je dirais le flan antillais de ma maman. Un truc que je pourrais certainement plus manger aujourd'hui parce que c'est ultra sucré, fait à base de lait concentré. C'est un espèce de flan avec 2 textures, le haut qui est très onctueux et la texture du bas avec la coco râpée un peu plus réconfortante. ça me rappelle pas mal de souvenirs, c'était sur toutes les tablées d'anniversaire quand j'étais petite. Est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté et que tu n'as jamais oublié ? Je me souviens pas de plat pas un plat dégusté au restaurant, mais moi je suis une grande adepte des pique-niques en fait. Ouais. Et le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est un pique-nique que j'ai fait l'été dernier quand j'étais en randonnée dans le Vercors. On avait randonné pendant peut-être 2-3 heures et le but c'était d'arriver en haut d'une montagne. Et je me souviens qu'à l'aller le sac était hyper lourd parce que j'avais voulu emmener une bonne miche de pain des anciens, une bonne tome et en haut c'était la consécration de pouvoir assembler tous nos petits aliments glanés à droite à gauche. Et on avait même ramassé du thym sauvage sur le chemin et de mettre ça en topping sur nos belles tomates, c'est fabuleux. Ça, je m'en souviens. Tu me fais rêver là. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes ? Je consomme plus de viande, donc naturellement, je dirais peut-être tout ce qui est abats et compagnie. Après, je consomme un peu de poisson de temps en temps, mais par exemple, je déteste le tarama. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Est-ce qu'il y a un produit que tu as toujours au frigo ou dans ta cuisine ? Petite lubie pour la pâte de sésame que je mets autant en sucré qu'en salé, un peu obsessionnelle. Quelle est ta recette fétiche, celle que tu fais tout le temps à la maison ? Eh bien, je déteste faire... Enfin, c'est pas que je déteste, mais j'aime pas trop faire 2 fois les mêmes recettes. D'accord. J'ai des listes longues comme le bras de recettes à tester, donc en général... Même si je note précieusement les trucs qui ont fonctionné, il se trouve que je les refais pas. À part peut-être une recette de flan pâtissier que j'ai refait surtout pendant le confinement à pas mal de reprises et que j'ai peaufiné au fur et à mesure jusqu'au gramme près. Et là, on approche d'un truc pas mal. Ah bon. Qu'est-ce que tu écoutes quand tu cuisines ? Pas grand chose. Tu travailles en silence ? Il m'arrive de mettre un peu de musique, mais en général, j'aime bien. En fait, c'est un peu ma méditation et j'aime bien me retrouver juste avec moi-même. C'est déjà pas mal. Quel serait le resto de ta vie, s'il n'en restait qu'un ? J'ai pas le souvenir d'un resto en particulier, mais peut-être... J'ai des restos raccrochés à des périodes un peu de ma vie et j'aime bien avoir par exemple quand j'habitais dans le 17e, on avait une petite cantine de quartier sans prétention qui faisait une petite cantine argentine qui faisait des empanadas et là je me souviens de celui-ci. Et ça s'appelait comment ? Casero. D'accord. Je sais pas si tu vois rue Bio dans le 17e. Ok, j'ai regardé. Et ouais, c'était très chouette. Et est-ce qu'il y a pour le coup un restaurant que tu rêves où tu rêves d'aller ?
Je rêve d'aller chez la famille Rollinger, de tester le coquillage. Ça m'inspire beaucoup. Ouais. Je suis bien d'accord. Dernière question de cette interview. À quelle femme tu passerais le relais de l'interview Girls in Food ? Qui tu aimerais entendre au micro du podcast ? Eh ben, j'aimerais bien écouter des femmes qui font partie de la communauté d'ILO, qui ont écrit pour le magazine, mais à qui on a peut-être un petit peu moins donné la parole. Je pense à Farah Keram, qui a travaillé sur le numéro 2 et dont on retrouve aussi un article dans le numéro 3. Émilie Lestari, Delphine Lefebvre, qui sont des chouettes personnes qu'on voit un petit peu moins, mais qui auraient sûrement plein de choses passionnantes à raconter sur la food. Bah écoute, merci beaucoup pour ces recommandations, et puis pour le temps que tu m'as accordé. Avec plaisir. À très bientôt, Noémie. Salut Adeline. Un grand merci à Noémie Malès pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.